Avant de laisser la parole à notre formateur, je voudrais vous présenter un petit peu le déroulement, hein. Donc, il s'agit de la 8e formation express que nous animons. Le principe, il est très simple, c'est de vous donner un aperçu sur la formation Office 365, puis de répondre à vos questions. On a 30 minutes, donc il ne s'agit pas d'une formation complète, vous comprenez bien, mais d'une mise en bouche, d'une offre découverte. Une formation dure normalement 6 heures à 10 heures, selon la liste et le nombre de logiciels qu'on peut aborder. Parce qu'Office 365, comme vous le savez, est assez large, très large. Alors tout d'abord, notre formateur va présenter Office 365 pendant 30 minutes, et surtout, après, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions et on répondra à un certain nombre de vos questions. Donc, pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. C'est comme ça qu'on pourra y répondre. Donc, je répète, nous allons enregistrer ce webinaire et un replay sera mis à votre disposition à la demande. Pour ça, il faudra compléter, s'il vous plaît, un petit questionnaire. On vous enverra ça dans le chat et via QR code. Donc, Proformation est un organisme de formation qui propose des formations en langue bureautique et informatique, ainsi qu'en efficacité professionnelle, en visioformation et en classe virtuelle depuis plus de 20 ans. C'est notre métier. On ne s'est pas mis à la classe virtuelle à cause ou grâce au Covid. On fait ça depuis très longtemps. Et on serait ravis de vous accompagner sur ces sujets si vous le souhaitez, sachant que en ce moment, nous avons beaucoup de migrations. Donc, si Teams, SharePoint est nouveau pour vos collaborateurs ou pour vous-même, n'hésitez pas, on peut vous accompagner. Et on va vous proposer d'autres formations express, enfin, on en propose d'autres. Notamment, ce qui va arriver prochainement, c'est Excel pour les RH. C'est SharePoint, recruter sans discriminer. On va aussi avoir des formations en anglais pour info. Par exemple, comment mener un comment mener un entretien en anglais professionnel. Voilà, donc toutes ces formations sont gratuites. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si ça vous intéresse. Voilà, et pour le replay, je vous rappelle, il faudra remplir le questionnaire Forms qu'on va vous adresser dans le chat prochainement. Voilà, je laisse la parole à Frédéric Lefebvre, notre formateur. Hop, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le sommaire. Avant de vous présenter le sommaire, bon, Raphaël le disait, l'objectif, c'est évidemment pas de faire une formation détaillée sur tout cet écosystème qui est très, très vaste, par contre, qui est très, très déployé en ce moment. Donc là, les utilisateurs sont peut-être parfois un peu perdus. Donc là, il s'agit d'une approche, bien sûr, utilisateur, pas d'une approche IT. Il y a aussi, évidemment, cet aspect-là, potentiellement, pour certains d'entre vous. Donc, si vous êtes côté administration de Office 365, donc sachez que là, ce n'est pas du tout l'objet. Là, on se place vraiment du côté de l'utilisateur final. Alors, beaucoup de théories dans cette formation express, parce que je dirais que la bonne manipulation de tous ces outils d'Office 365, il passe par la compréhension de l'écosystème. Il y a beaucoup de choses dans Office. Jusqu'à présent, vous étiez habitué à du Word, Excel, PowerPoint, allez, à Outlook, voire l'ancien Skype. Et aujourd'hui, l'écosystème est beaucoup plus vaste et c'est un des axes de cette formation, de découvrir tout ce que cache l'écosystème. Alors, tout ça est bâti sur le cloud computing, ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos données, elles ne sont plus hébergées directement sur vos postes de travail. Elles ont été hébergées à un moment donné sur des serveurs qui étaient hébergés au sein même des organisations, des entreprises. Et aujourd'hui, ces données elles sont délocalisées sur des serveurs Microsoft, donc ce qu'on appelle des data centers. Et ce qui a provoqué une migration massive des organisations vers Office 365, donc des grands comptes, des PME, à peu près dans tous les secteurs d'activité. Alors, c'est à la fois le Covid, qui a été effectivement une sorte d'accélérateur. C'est aussi la sécurité dont on a besoin. Il faut aussi sécuriser ces données. Et les data centers Microsoft sont vraiment équipés en la matière. Il faut savoir que Microsoft met à peu près 1 milliard d'euros par an dans la sécurité de ces data centers. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une commission européenne et une commission d'ailleurs même mondiale, qui fait que là, je crois qu'ils vont même tripler ou quadrupler le budget alloué
à la cybersécurité dans leur data center. Et donc, un facteur de développement de ce déploiement, c'est aussi que les réticences étaient liées justement au stockage des données. Les data centers, historiquement, étaient plutôt situés aux États-Unis. Donc, on perdait un petit peu la souveraineté de ces données, du coup. Et depuis, Microsoft a construit des data centers, alors notamment autour de Paris. Alors, tout ça est gardé secret, bien sûr. Il y en a un ou deux autour de Paris, et je crois qu'il y en a également un ou deux autour de Marseille. Donc, le fait qu'on ait nos données hébergées en France, soumis évidemment à la législation européenne, la RGPD et autres, font que, justement, il y a eu une migration massive vers ces solutions Office 365. Donc, ça, c'est le principe du cloud computing, donc d'avoir des données délocalisées, de ne plus être finalement tributaire d'un appareil sur lequel on a des données, mais la consultation de vos données, elle va pouvoir s'effectuer aussi bien depuis votre PC que depuis votre téléphone, votre tablette ou tout autre terminal qui peut se connecter à Internet. Voilà pour le principe du cloud computing. Alors, il n'y a pas que Microsoft, hein, là, on fait un focus sur Microsoft, il n'y a pas que Microsoft. Ceux qui utiliseraient Google, par exemple, c'est exactement le même principe. Hein. On a la G Suite, qui est l'équivalent d'Office 365, mais côté Google. Alors, concernant donc la suite en elle-même, Office 365, c'est d'abord un portail pour chaque utilisateur final, la possibilité de se connecter à travers un navigateur, Chrome, Edge, Firefox ou autre, sur votre portail. Donc le portail qui est lié évidemment à la licence que vous a fournie votre organisation. Pas rentrer dans le détail des licences, il y en a beaucoup. Là, vous êtes nombreux dans le webinaire. Au sein de vos organisations, vous n'avez pas forcément les mêmes accès. Évidemment, vous n'avez pas forcément accès aux mêmes briques, aux mêmes outils. Donc ça, bon, c'est au cas par cas un petit peu, ça sera à vous de vérifier. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez quand même cette possibilité de vous connecter à votre portail en tant qu'utilisateur. Alors, je vais vous montrer le nôtre chez Proformation. Hein, mais évidemment, je vous dis, hein, c'est un peu customisé. Vous allez tomber peut-être sur autre chose. Donc, je vous montre déjà ici, si vous faites une recherche toute bête dans Google, donc se connecter au portail Office 365, il vous proposera d'y aller directement sur office.com. Donc normalement, ça c'est quelque chose à laquelle vous êtes déjà habitué pour certains d'entre vous, peut-être d'autres pas du tout. Mais en tout cas, c'est le point d'entrée finalement pour l'utilisateur dans l'écosystème 365. Alors, une fois que vous vous loguez là-dessus, donc évidemment, il faut un nom d'utilisateur, il faut un mot de passe, et vous pouvez vous loguer depuis absolument, là encore, n'importe quel PC équipé d'Internet. Je parle PC, mais bon, évidemment Mac également, hein, pour ceux qui seraient dans l'environnement Apple. Et concrètement, nous, on va tomber là-dessus. Donc, voilà mon écosystème. Et pour poursuivre un petit peu cette découverte de toutes les applications auxquelles vous avez accès, vous avez cette petite gaufrette qui est commune, hein, quelle que soit l'interface que vous allez travailler. Vous avez cette petite gaufrette ici au-dessus qui vous permet de visualiser l'ensemble des applications auxquelles vous avez accès par rapport, évidemment, là encore, à votre licence. Donc, il y a des choses que vous connaissez. Hein, il y a du Excel, il y a du Word, il y a du PowerPoint, hein, donc j'allais dire les classiques. Il y en a que vous connaissez peut-être moins. Alors, on va prendre quelques exemples. OneNote, ça, je pense que c'est connu de la plupart d'entre vous. C'est un super bloc-notes qui permet d'insérer des éléments multimédia, notamment du texte, des hypertextes, des tableaux, des fichiers joints. Vous avez également, et ça sera l'objet d'ailleurs d'un des QR codes qu'on vous soumettra, Forms. Donc Forms, c'est un outil qui permet de réaliser des sondages, tout simplement. Alors, je vais vous ouvrir ça dans un nouvel onglet pour qu'on puisse le voir. Vous voyez, là, il y a un certain nombre de questionnaires qui ont été réalisés. L'objectif, c'est de soumettre ces questionnaires, par exemple, à vos équipes dans Teams. C'est un point sur lequel on reviendra. Mais c'est pour ceux qui, là encore, étaient peut-être habitués aux Forms, mais version Google, c'est à peu près le même principe. Évidemment, implanté dans l'écosystème Microsoft. Alors, parmi les autres applications peut-être un peu moins connues, vous avez Planner. Planner, c'est un outil de planification. Si vous avez eu à faire des diagrammes de Gantt, alors on n'est peut-être pas non plus dans un MS Project, hein, c'est beaucoup moins pointu que ça, mais en tout cas, ça vous permet de faire, si vous connaissez la notion de Kanban, donc c'est de la gestion de tâches,
mais de façon un peu plus graphique. Donc, vous voyez, là, on a par exemple une vue graphique des différents planeurs que j'ai pu mettre en place dans mes équipes Teams, parce que vous verrez que Teams devient vraiment, dans cet écosystème, le véritable centre de communication. Moins connu également, Power Automate. Alors, ça fait partie des briques, normalement, que vous avez à peu près tous, quelle que soit la licence. Ce sont des flux, des process. Je ne vais pas vous détailler, évidemment, tous les modèles de process, il y en a énormément, qui sont pure Microsoft, mais qui peuvent aussi interagir avec d'autres applications de Microsoft. Et en particulier, je vous donne cet exemple-là. Moi, j'ai mis en place un flow qui permet que toutes les pièces jointes qui tombent dans mes mails, une copie de chacune de ces pièces jointes soit automatiquement reversée dans mon OneDrive, sans que j'ai à intervenir. Donc, c'est un flow permanent, ce qui fait que je n'ai pas peur de supprimer des mails avec pièces jointes parce que je sais que la pièce jointe, elle est stockée ailleurs. Donc, ça peut être une façon de nettoyer rapidement sa boîte mail. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vous en ai affiché un certain nombre. Vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait interagir avec d'autres applications, on voit qu'ici, on peut aussi interagir avec Gmail. Donc, enregistrer les pièces jointes Gmail dans un dossier Dropbox. Donc, ce n'est pas limité à Microsoft. Il y a vraiment des interactions entre les plus gros éditeurs, évidemment, que vous trouvez. Donc, il y a Twitter, vous voyez, on voit... Pardon, on devine Twitter également ici. Donc, ce sont des modèles que vous pouvez mettre en place. Alors, ce n'est pas très compliqué en soi. On va cliquer sur un modèle et puis on va juste définir les paramètres. Et si c'est Google, évidemment, il faudra quand même saisir les informations concernant le compte, par exemple. Je vais revenir ici, pardon. Donc, voilà, ça, c'est un peu moins connu. Bon, les autres, PowerPoint, notamment, vous connaissez. On retrouve cette notion de SharePoint qu'on va évoquer un peu plus en avant tout à l'heure. Je voulais également vous parler de de Stream. Stream, c'est tout simplement le YouTube de l'entreprise. Donc, vous pouvez, avec Stream, uploader vos vidéos, comme vous le faites peut-être si vous avez un compte YouTube. Vous allez pouvoir créer vos propres chaînes, vos groupes de chaînes, et potentiellement, là encore, l'idée, c'est de pouvoir interagir avec les équipes Teams. Ça permettrait de dire, tiens, mon équipe, abonnez-vous à ma chaîne, je vais vous proposer régulièrement des vidéos sur un sujet ou sur un autre. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cet écosystème, et c'est ce qui fait sa richesse, c'est que tout interagit avec tout. Voilà, c'est vaste. Et c'est la principale difficulté quand vous mettez en place ce genre d'outils. Je fais toujours cette analogie, mais il faut voir Office 365 comme une immense boîte de Lego. Il y a beaucoup de pièces, et avec une boîte de Lego, on peut faire un bateau, une fleur ou un sandwich. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et tout dépend de vos besoins et de vos niveaux. Donc, ça sera à vous, à l'échelle de chacune de vos organisations, de choisir les bonnes briques et de les assembler de la bonne façon pour que ça optimise évidemment le travail au sein de l'organisation. Alors évidemment, je ne vais pas décrire tout. Il y en a beaucoup, des plus ou moins connus. Là, j'ai ciblé quelques-unes des applications peut-être un peu moins connues. Peut-être également, mais très rapidement, sans vous les afficher, Whiteboard, qui est un outil de tableau blanc interactif, qui est potentiellement partageable d'ailleurs à travers Teams. Là, vous allez rentrer dans un paperboard, en gros, numérique, et vous allez pouvoir faire un peu de brainstorming avec des outils de tracé de crayon. Beaucoup plus sympa quand on a un iPad dans les mains, ou en tout cas un appareil tactile. Et vous avez également Yammer. Alors là, on est plutôt dans la communication institutionnelle, c'est-à-dire que c'est, allez, si je veux schématiser, c'est le Facebook au sein de l'entreprise. Donc là aussi, il faut des animateurs de communauté, tout ça, il faut le mettre en place. Et vous voyez, ça veut dire que, là encore, je reviens là-dessus, mais il y a beaucoup de pièces de Lego. Donc, il faut voir comment vous articulez les choses. Donc, pour découvrir cet écosystème, le portail, c'est vraiment la première approche. Dire, voilà tout ce à quoi j'ai accès. Alors, bien sûr, si on parle de PowerPoint, vous allez plutôt utiliser les outils qui sont déjà installés sur votre poste, ce qu'on appelle un client lourd. Mais vous verrez que dans l'écosystème, on peut très bien accéder à PowerPoint version online. Donc, dans le navigateur, vous allez avoir l'interface PowerPoint. La plupart de ces outils peuvent être téléchargés. PowerPoint, Excel, vous êtes habitués. D'autres moins. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de Planner, Planner, c'est uniquement une application online.
potentiellement téléchargeable quand même sur votre téléphone, mais en tout cas, vous ne pouvez pas télécharger un client lourd de planeur, par exemple. Et ça m'amène à un autre point qui est important, c'est comme vous êtes dans une logique d'abonnement. C'est plus comme avant. Avant, vous aviez un changement de version tous les 3-4 ans, en fonction de la fréquence de migration. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Quand vous êtes dans un abonnement, les nouveautés, elles tombent au fil de l'eau. Donc, ce que je vous dis maintenant, ça sera peut-être plus vrai tout à fait dans 3 mois, parce qu'il y aura une évolution. Donc, il faut faire un peu de veille aussi à ce niveau-là. Il faut surveiller un petit peu tout ce qui se produit. Il y a une tendance à la stabilisation en ce moment, mais bon, il peut y avoir des nouveautés à tout moment. Donc voilà, le portail, c'est une façon déjà de voir un petit peu tout ce à quoi vous avez accès au sein de votre licence. On va revenir là-dessus. Donc, ça, c'est la connexion. Alors là encore, je ne sais pas si les uns les autres, vous êtes habitués à passer par ce portail, si vous le connaissez, si vous avez déjà découvert tout ça ou pas du tout. Mais voilà, en tout cas, ça sera une première approche. Donc pour faire une petite synthèse de tout ça, vous voyez, ça c'est parmi les applications que je vous ai proposées. Donc elles sont rangées plus ou moins par typologie. Donc il y a des outils de communication, donc Outlook, Stream dont je vous ai parlé pour la vidéo, Forms pour les sondages. Nous, on va faire un petit focus quand même sur ces 3 éléments que sont Teams, SharePoint et OneDrive. J'ai évoqué Yammer, les autres vous les connaissez pour Automate, etc. Bon là c'est un peu plus spécifique l'analyse, on est sur Viva, Viva Insight et Power BI, qui sont des outils vraiment de business intelligence et pour faire de la statistique. Alors, tout cet écosystème va s'appuyer sur 2 notions extrêmement importantes que sont les SharePoint et le OneDrive. Alors c'est très difficile à comprendre parce que finalement SharePoint c'est un immense espace de stockage au niveau de l'organisation. Et au sein de cet espace de stockage, vous avez votre espace de stockage qui est le OneDrive. Donc l'un est imbriqué un petit peu dans l'autre. Après, c'est de savoir au niveau des autres applications comment ça s'organise tout ça. Alors je vais vous proposer un petit schéma pour tenter de vous expliquer les interactions entre ce OneDrive et ce SharePoint. Alors, en prenant un biais particulier, c'est que, je vous dis, moi, je considère que Teams est le centre de communication de cet écosystème. C'est-à-dire finalement, le premier outil que vous ouvrez aujourd'hui, encore, j'imagine, le matin, c'est Outlook. Ça ne devrait peut-être pas être Outlook. Et c'est un petit peu l'idée derrière ces écosystèmes qui naissent, que ce soit celui de Microsoft ou celui de Google, c'est d'essayer de limiter l'usage du mail. Un mail qui part avec une pièce jointe, à terme, ça ne devrait plus exister. Un mail qui part avec un lien vers un site SharePoint, ça, c'est censé être l'avenir. Parce que du coup, la plupart des virus, il faut savoir qu'ils rentrent par le mail. Donc, c'est une faiblesse au niveau des organisations. Et c'est aussi pour cette raison qu'on incite simplement à envoyer des liens sécurisés vers des sites, des SharePoint notamment. Alors, pour tenter de vous expliquer ça, voilà ce petit schéma. Ça, c'est moi, utilisateur. Moi, utilisateur, je vais rentrer dans ce fameux Teams que vous avez, j'imagine, tous déployé. Et pour vous, Teams, et pour beaucoup d'entre nous, c'est un simple chat qui permet éventuellement de faire des réunions comme celles qu'on est en train de réaliser, des petites visios. Mais en réalité, dans Teams, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez vu qu'il y a des conversations. Ces conversations, elles s'appuient sur un répertoire dans votre OneDrive. Je prends un scénario. Si je tiens une conversation avec Raphaël et que je lui envoie une pièce jointe, entre guillemets, à ma conversation, il pourra évidemment la consulter, il pourra potentiellement même la modifier, mais pour autant, cette pièce jointe, en réalité, elle est stockée dans mon OneDrive. C'est simplement que j'offre un partage implicite à Raphaël pour qu'il puisse venir consulter et modifier mon document. Si Raphaël, en réponse, me renvoie une autre pièce jointe, effectivement, à l'intérieur de la conversation, j'aurais centralisé les 2 fichiers, mais pour autant, le fichier qu'il m'a envoyé, il est sur son OneDrive, et donc, il m'offre implicitement un partage et une écriture sur son fichier. Problème, les organisations, elles évoluent. Il y a des gens qui partent, qui se déplacent, qui vont sur un banc. Et du coup, si l'un ou l'autre, donc moi ou Raphaël, on part de l'organisation, et du coup, moi, je n'ai plus accès au OneDrive de Raphaël. Donc, vous voyez la limite aussi. Ce n'est pas un espace vraiment de travail commun.
c'est que pour autant, les fichiers ils sont hébergés dans chacun des OneDrive de chacun des individus qui veut bien partager ces documents. Donc, c'est bien dans le cadre d'une conversation informelle. Si vous êtes dans une vraie logique de gestion d'équipe, c'est peut-être un peu limitant. Et c'est dans ces conditions que vous allez avoir besoin des équipes. Donc, quand vous allez constituer une équipe dans Teams, qui donc dans l'ordre de la barre latérale, la troisième icône, on va construire, et chacun d'entre vous potentiellement est capable de créer une équipe, ou pas, parce que ça dépend quand même, c'est du bon vouloir de l'administrateur. Donc là aussi, il faut vérifier auprès de votre administrateur s'il vous a donné l'autorisation de créer des équipes ou pas. Mais créer une équipe, c'est loin d'être anodin. Créer une équipe, c'est créer en fait ce qu'on appelle un groupe Office. Un groupe Office, il a une adresse mail. Ça veut dire que je peux envoyer un mail à l'ensemble des membres de l'équipe. Et vous verrez apparaître dans votre Outlook, vraiment, dans l'arborescence Outlook, le nom de l'équipe et donc une adresse mail qui est liée à l'équipe. Créer une équipe, c'est aussi créer un site d'équipe. C'est communément ce qu'on appelle un SharePoint. Donc en réalité, c'est comme si à chaque fois que vous créez une équipe, vous créez un site internet pour l'équipe. Et une des fonctionnalités les plus utilisées de ces sites d'équipe, donc de ce SharePoint, c'est de créer un espace de stockage commun à l'ensemble des membres de l'équipe. Et là, il y a beaucoup moins de soucis parce que, là encore, si j'imagine, on est tous les trois dans l'équipe avec Raphaël et Johan, Johan part de l'entreprise, mais entre-temps, il avait déposé des fichiers dans ce site d'équipe, il n'y a pas de problème. Les documents que Johan a déposés, ils sont toujours accessibles. Ils sont toujours accessibles au sein de l'équipe. C'est ça la grosse différence entre la conversation et l'équipe. Donc, dès que vous rentrez dans une logique de gestion de projet, ou simplement parce que vous voulez partager des documents au sein d'un département, au sein d'un service, d'une division, d'une thématique, un projet, il est délimité dans le temps. Donc, une équipe peut être tout à fait provisoire. À bout d'un moment, on va peut-être l'archiver parce qu'on n'a plus besoin forcément de travailler de façon permanente avec elle. Donc, c'est cette distinction qu'il faut faire. Et donc, toute la notion de OneDrive et de SharePoint, elle repose là-dessus. Un OneDrive, c'est un espace personnel sur le cloud qui est potentiellement partageable, notamment, pas que, mais notamment à travers les conversations Teams. Alors qu'une équipe, elle s'appuie sur un site SharePoint, qui est un espace de stockage notamment commun, qui permet là évidemment d'échanger des fichiers. Le troisième axe de Teams, alors ça normalement la plupart d'entre vous, vous connaissez, c'est évidemment les réunions. Donc vous pouvez créer des réunions de façon totalement indépendante des équipes. Mais ce qui est intéressant au niveau des équipes, c'est qu'on peut créer des réunions à l'intérieur d'une équipe. Donc dans la planification, c'est un petit peu plus fluide que de dire je vais dans une réunion, je crée une réunion, j'ajoute telle personne. C'est dommage d'ajouter telle personne si finalement c'est une réunion pour une équipe donnée qui est déjà créée. Autant créer cette réunion directement au sein de l'équipe. Alors ça, ce sont des aspects un petit peu techniques, mais vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée. Raphaël est en train d'enregistrer cette réunion. C'est du coup un avantage, c'est qu'on peut enregistrer le replay de la réunion au sein même de l'équipe Teams. Donc pour les accès, c'est intéressant. Donc vous voyez, c'est une sorte d'espace de stockage, mais ultra moderne, qui est associé, le SharePoint je parle, qui est associé finalement à un site internet, qui est à la fois un site de stockage, qui est à la fois une page d'accueil. Je vais vous montrer un petit exemple tout à l'heure, pour voir comment on passe de l'un à l'autre. Donc comment on passe de cet environnement Teams, outil, à éventuellement le site SharePoint. C'est aussi, il faut le savoir, lorsque vous créez un groupe, donc quand vous créez une équipe, vous créez un groupe. En fait, un groupe, au-delà de l'adresse mail, il faut savoir que vous créez aussi un calendrier de groupe. Donc là encore, ça peut être intéressant parce que vous pouvez mettre vos rendez-vous, mais à l'échelle de l'équipe. Alors, ça va impacter aussi bien votre calendrier que, évidemment, le calendrier du groupe. Dans ces cas. Alors ça, je vais vous le montrer. Donc, quand je vous dis que Teams, pour moi, est un centre de communication, ça peut être un point d'entrée, une porte d'entrée dans l'écosystème
On a vu qu'il y avait une porte d'entrée côté portail Office. On voit qu'il y a aussi une porte d'entrée côté Teams. Et il y aurait aussi une porte d'entrée côté Internet brut, c'est-à-dire on va aller sur le site SharePoint. Si on a l'adresse du site, on peut directement aller sur le site SharePoint. Alors ça, je vais vous montrer une petite démo rapide de tout ça avec mon Teams. Hop, voilà. Donc là, on a des équipes, hein, peu importe. Donc, vous reconnaissez les conversations, les équipes, le calendrier. Donc ça, je pense qu'il y a potentiellement, on peut rajouter d'autres pastilles, mais on n'a pas le temps de développer. Donc, vous voyez, si je prends mon équipe test, dans le canal général de mon équipe test, j'ai évidemment des échanges de type conversation, j'ai des fichiers dans ce canal, et notamment, alors il y a un groupe là, il y a un sous-dossier qui s'appelle Teams, et je pourrais ouvrir le document directement ici. Par un clic droit, je pourrais l'ouvrir, soit c'est un choix dans Teams, si c'est de la simple consultation, voire de légères modifications. Si en revanche, je vais ouvrir le document et le manipuler avec des notions un peu plus fines, je vais aller dans l'application Teams, l'application source, pardon, donc PowerPoint en l'occurrence, et là c'est PowerPoint qui va prendre le pas. Et puis bon, dans le navigateur, c'est-à-dire qu'il va vous l'ouvrir dans Chrome par exemple. Alors ça sera le dernier point. Je vous disais qu'il y avait évidemment, tout était étroitement lié. Et en l'occurrence, une équipe Teams, par exemple, je vous disais qu'elle s'appuyait sur un SharePoint. Bah justement, quand vous allez sur un fichier qui est stocké dans une équipe, on propose directement via le clic droit d'ouvrir dans SharePoint. Et donc, si je fais ça, il va m'ouvrir ici le site SharePoint adossé à l'équipe. Vous voyez que là, je suis dans un environnement web, j'ai quitté Teams, et dans cet environnement web, je retrouve la page d'accueil du site, que je suis censé customiser ou pas. Je retrouve les documents, et on retrouve évidemment les mêmes documents, classés par canaux, un canal étant potentiellement un dossier. Voilà. Donc, il y a tout ça derrière Office 365. Donc, je vous dis, c'est assez vaste. Là, c'est une présentation générale pour comprendre un peu ce qui se passe derrière. Après, il y a évidemment un petit peu de technique, il faut manipuler un petit peu. Enfin, globalement, l'idée, c'est qu'il faut jouer avec tout ça, quoi. Donc, il faut trouver des solutions pour que les utilisateurs n'aient pas peur d'aller dans l'écosystème, qu'ils le découvrent, qu'ils bidouillent un petit peu, qu'ils fassent un petit sondage. Je ne sais pas, peut-être un petit comment dire, un test ou des choses comme ça. Mais tout ce qui va être prétexte à faire manipuler font que bah, ça va devenir évidemment beaucoup plus facile et beaucoup plus utile à manipuler. Mais il y a cette notion, avant de comprendre ce qui se passe derrière, je fais une dernière analogie, mais globalement, vous mettre dans l'écosystème 365 sans être accompagné, et c'est un peu ce qui s'est passé à cause du Covid notamment, c'est un peu comme si je vous mettais sur la route avec une voiture, sans cours de conduite, sans code. C'est pareil. Et ça peut avoir les mêmes conséquences. Alors, vous n'allez peut-être pas avoir trop d'accidents, mais en tout cas, ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses. Voilà, je vais repasser la parole à Raphaël. Oui, merci, merci Fred. Oui, j'aime bien l'analogie avec le permis de conduire. Il faudrait qu'on ait un permis de conduire pour Office 365, effectivement, ce serait une bonne chose. Et l'accompagnement est très, très important, c'est clair, pour bien utiliser ces produits. On a même des clients qui nous remontent que pour des réponses à des appels d'offres, hein, par exemple, la mauvaise réponse a été envoyée pour des problèmes de gestion de documents pas bien partagés ou pas partagés du tout. Et ça a coûté cher parce qu'évidemment, la version qui a été adressée aux clients était une version avec des prix inférieurs à ceux qui avaient été prévus, quoi. Voilà, donc c'est un exemple, mais effectivement, c'est important de bien connaître ces outils, même si finalement, comme toujours, hein, la loi des 20-80, vous avez vu, il y a énormément d'outils. Ce qu'il faut, c'est bien en connaître le noyau dur, hein, en l'occurrence Teams et quelques autres outils pour déjà commencer à bien travailler. Donc, écoutez, merci encore Fred. Et puis, moi, j'avais une question. C'est S-Way, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que tu en as parlé, Fred? Alors, S-Way, c'est une sorte, pour ceux qui connaissent WordPress ou Wix, qui sont des outils de création de sites web, on va dire que c'est un mini
enfin, un mini-site de création de site web, mais très light, mais qui est plutôt adapté à une communication tactile, parce que l'idée, c'est vraiment de sweeper et voilà, de passer des écrans comme ça, qui peuvent être animés. Hein. Mais c'est plus light qu'un WordPress ou un Wix. Ok, merci. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas, oui, à poser vos questions si vous en avez. Et puis, on vous laisse un petit peu de temps. Alors, vous avez les liens, là, les 2 liens. Enfin, le lien d'évaluation, j'espère que sur la droite, il est scannable. Ah, pardon, Je vais oui. faire le test moi-même. Oui, vous pouvez effectivement répondre au questionnaire. Celui en bas à droite, si vous souhaitez recevoir le plus d'informations ou le replay, et évaluer la formation que vous venez de suivre. Ouais, manifestement, ça marche bien. Normalement, en scannant l'écran, ça devrait bien fonctionner. Bon, je vous rappelle que d'autres formations donc Express sont prévenues à l'avenir. On a Excel pour les RH, recruter sans discriminer dans le courant du mois. Et ProcessCom également. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous y inscrire, à nous faire signe. Et je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va clôturer la session. En tout cas, les projets de migration font partie, pas de notre quotidien, mais c'est vrai qu'on a de nombreuses entreprises de toute taille qui nous demandent de les accompagner parce que le format webinaire, comme on est en train de vivre, est tout à fait adapté pour de la culturation. Et puis après, pour de la manipulation, on peut faire aussi des formations, on peut animer des formations en petits groupes, en classe virtuelle, voire en individuel. Il y a une question d'Edia. Est-ce que SharePoint peut être impacté par un virus? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Microsoft met à peu près 1 milliard d'euros de budget pour la sécurité. Donc, la sécurité zéro, ça n'existe pas, mais je pense qu'on a plus de chances d'être en sécurité en hébergeant ses données sur un SharePoint qu'en ayant son petit serveur chez soi. Oui, en effet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Edia dit merci. Okay, bon, on attend encore une petite minute. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas, c'est le moment. Ok, bon, voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre participation. Et merci à toi, Fred, parce que je trouve que c'était très clair et intéressant de découvrir à nouveau ces présentations sur Office 365, parce que c'est un vrai sujet d'actualité et je pense qu'il y a vraiment une demande d'accompagnement sur ces sujets. Voilà, bah écoutez, je vais interrompre la session et je vous souhaite une excellente journée au frais, j'espère, avec cette chaleur-là. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.